Mon fiancé a exigé « Je veux un mariage à 300 000 $ ou pas de mariage du tout ». J'ai répondu « Alors, il n'y a pas de mariage où je ne puisse pas m'endetter à vie ». J'ai donc annulé la réservation, récupéré mon argent. 72 heures plus tard, sa mère m'a appelé et m'a supplié. 2 hommes, je suis où j'étais fiancé à Rachel, 29 ans. Nous sommes ensemble depuis 4 ans. Je pensais que nous étions heureux. Je pensais que nous étions d'accord sur la vie, notre avenir et tout. Je suis chef de projet dans une entreprise de construction. Je gagne bien ma vie. Je suis financièrement responsable. J'ai un plan solide sur 5 ans, une maison, des enfants, une vie. Je pensais que Rachel faisait partie de ce plan. La demande en mariage était parfaite. Elle a pleuré. J'ai pleuré. Tout le monde était ravi. Nous avons commencé à organiser notre mariage il y a environ 3 mois. J'avais économisé énormément et mis de côté environ 50 000 $ spécialement pour ça. Je pensais qu'avec l'aide de ses parents, nous pourrions organiser un mariage magnifique et mémorable pour 60 à 70 personnes, sans que personne n'ait à s'endetter. Ce fut ma première erreur. Je pensais que nous vivions dans la même réalité. Samedi dernier, nous nous sommes assis pour finaliser le budget. J'avais ouvert mon tableur et je lui ai montré mes économies et mes prévisions de coûts. Elle était silencieuse, trop silencieuse. Puis elle a glissé un dossier sur la table. Il était rempli de tissus découpés dans des magazines, d'échantillons et d'imprimés de blocs de mariage exclusifs. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé. « C'est la vision » a-t-elle dit d'une voix un peu rêveuse. Maman et moi avons travaillé dessus. Je l'ai feuilleté. Les lieux étaient littéralement des châteaux. Les compositions florales semblaient dignes du hall d'un hôtel 5 étoiles. Les robes, au pluriel, étaient haute couture. Je n'ai même pas voulu estimer le prix du traiteur. J'ai ri. C'est incroyable, ma belle. Une fille peut rêver maintenant. Voyons voir ce qu'on peut faire concrètement. Non, m'interrompit-elle. Son regard était dur. Ce n'est pas un rêve. C'est le mariage que je mérite. J'avais la nausée. Rachel, ça représente des centaines de milliers de $, 300 000 pour être exact, dit-elle sans sourciller. C'est le prix de base. Je la fixais du regard. Je pensais que c'était une blague, un test. J'attendais qu'elle rie, qu'elle dise « Je t'ai eu ». Mais elle resta assise là, à me regarder avec espoir. D'où viendrait l'argent? J'ai finalement réussi à dire « J'ai 50 $ de côté. C'est tout ce que j'ai pour ça. Je ne vais pas prendre une deuxième hypothèque sur une maison qui ne m'appartient même pas. Bon, tant pis, dit-elle en soupirant comme si j'étais un enfant particulièrement lent d'esprit. Tu es un homme. Débrouille-toi. Prends un prêt. Vends une partie de tes actions. C'est un investissement pour nous. » À partir de là, la conversation a dégénéré. Il est devenu clair que ce n'était pas seulement son idée. C'était la grande vision de sa mère, Caroline. Ils ont vu ce mariage comme nos débuts sociaux, une déclaration à leur entourage. Mon pragmatisme a été pris comme une insulte. Mon refus de m'endetter lourdement a été interprété comme si je ne pensais pas qu'ils en valaient la peine. Cela s'est terminé par l'ultimatum du titre. Ces mots exacts, prononcés avec une finalité terrifiante. J'ai rêvé de ce jour toute ma vie et je ne vais pas faire de compromis. C'est soit un mariage à 300 000 $, soit pas de mariage. Je ne suis pas une personne émotive. Mon travail consiste à examiner un problème, à évaluer les risques et à prendre une décision logique. Et à ce moment-là, la femme que j'aimais m'a présenté un plan de projet désastreux. Un plan qui nous ruinerait avant même d'avoir commencé. Et tout cela pour une fête d'un jour. J'ai regardé la femme que je pensais connaître et j'ai ressenti un profond sentiment de perte. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de détachement complet et total de la réalité. Le sentiment pur et simple de j'ai donc pris une décision logique. D'accord, ai-je dit d'une voix étrangement calme. Si c'est ta décision, alors je ne choisis pas de mariage. A-t-elle raillé? Tu bluffes? Je ne le ferai pas, ai-je répondu en me levant. Je ne peux pas me marier sur la base de dettes et d'illusions. Je t'aime, mais je ne vais pas faire ça. Donc il n'y en aura pas. Elle m'a juste regardé, la bouche ouverte. Je pense qu'elle pensait vraiment que j'allais lui promettre quoi que ce soit. Le lendemain était un lundi. Je suis allé travailler, le cœur vide. Pendant ma pause déjeuner, j'ai appelé le lieu pour lequel nous avions versé un acompte de 5 000 $. C'était une belle grange rustique que nous disions tous les deux avoir adorée. Heureusement, le lieu est incroyablement populaire, avec une longue liste d'attente, donc leur contrat stipule un remboursement intégral de l'acompte si vous annulez au moins 90 jours à l'avance. Nous étions au 82e jour. Ils ont pu reprogrammer en un clin d'œil.
Je leur ai envoyé l'avis d'annulation officiel par email. Le remboursement intégral devrait être effectué sous 5 à 7 jours ouvrés. Je n'ai pas parlé à Rachel depuis la dispute. Silence radio total. Je pensais qu'elle attendait que je craque, mais ce matin, exactement 72 heures après avoir annulé la salle, mon téléphone a sonné. C'était Caroline, sa mère. Je m'attendais à des cris. Je m'attendais à des menaces. J'ai eu droit à des supplications. Patrick, mon chéri, a-t-elle commencé d'une voix faussement douce. Rachel est dévastée. Tu sais comment elle est. Tu dois arranger ça. Tu dois rappeler la salle et leur dire que c'était une erreur. Je lui ai dit que je ne ferais pas ça, que le mariage était annulé. Sa voix s'est durcie. Ne sois pas bête. On a déjà dit à tout le monde de réserver la date. Mon frère, qui est d'un autre État, a déjà réservé son billet d'avion. Tu ne peux pas nous mettre dans l'embarras comme ça. Sois un homme et offre à ma fille le mariage qu'elle mérite. Et c'est là où nous en sommes. Elle ne supplie pas pour la relation de sa fille. Elle me supplie de la sauver de l'embarras social. Rachel ne m'a pas contacté. Sa mère exige que je sois redevable de la fierté de sa famille. Et je n'ai jamais été aussi sûr d'avoir pris la bonne décision. Mise à jour 1. La semaine a été mouvementée. Merci à tous pour votre soutien et vos messages. C'est rassurant de savoir que je ne suis pas fou. Les choses ont dégénéré, comme beaucoup d'entre vous l'avaient prédit. Le sentiment d'avoir droit à quelque chose n'est plus une simple fuite. C'est une lance à incendie. Alors j'ai fait profil bas après l'appel de Caroline. J'ai bloqué son numéro. Au moins, ayez une conversation sérieuse sur la façon de rompre. C'était naïf. Mercredi, j'ai reçu une avalanche de SMS de Rachel. Pas d'excuses, pas de questions, pas d'exigences. C'était une liste à puces. La bague qu'elle veut, ce qui est juste. C'est un cadeau conditionnel. J'ai déjà pris des dispositions pour qu'elle soit récupérée par un coursier. Une compensation financière. Elle exigeait 5 000 $ pour le travail émotionnel et le temps investi dans l'organisation de ce mariage imaginaire à 300 $. Elle disait avoir passé d'innombrables heures sur Pinterest à créer ce dossier. Diffamation. Elle prétendait que je l'avais diffamée en la faisant paraître matérialiste auprès du personnel de la salle. Je venais tout juste d'envoyer un email de refus professionnel. Elle voulait 2 500 $ de plus pour ça. La montre, c'était le clou du spectacle. Mon grand-père est décédé il y a 2 ans. Il m'a laissé son Omegas et Master vintage des années 1960. Elle n'est pas Tapax en Graveleuil, mais c'est un classique. C'est mon bien le plus précieux. Dans sa lettre, il écrivait qu'il espérait que je la porterais le jour de mon mariage, symbole d'un amour éternel, un héritage que je voulais en compensation de l'humiliation publique. À la lecture de ce texte, ma tristesse résiduelle s'est dissipée et a été remplacée par une résolution froide et ferme. Ce n'était pas une femme égarée au cœur brisé. C'était de la tromperie. J'avais besoin de 24 heures pour me calmer. J'ai pris rendez-vous pour une consultation d'1 heure avec un avocat afin de comprendre mes droits et de m'assurer d'être protégé. J'ai ensuite répondu non pas par SMS, mais par courriel. Je suis resté professionnel, me basant sur les conseils juridiques que je venais de recevoir. Objet: dissolution des fiançailles et de la propriété. Rachel, conformément à votre SMS, voici ma réponse officielle. La bague de fiançailles sera récupérée par courrier sécurisé vendredi à 10 heures. Veuillez la préparer. Je ne verserai aucune compensation financière pour détresse émotionnelle ou diffamation perçue. Il n'existe aucun fondement juridique à une telle réclamation. La montre de mon grand-père est ma propriété personnelle, un héritage familial de mon côté. Elle ne vous a jamais été offerte et n'a jamais été considérée comme un bien matrimonial. Elle restera ma propriété. Veuillez adresser toute correspondance ultérieure concernant vos biens matériels à cette adresse courriel. Je vous souhaite le meilleur pour l'avenir, Patrick. La réponse a été rapide et nucléaire en quelques minutes. Son père, Denis, m'a appelé. Denis est généralement un homme calme et passif qui laisse Caroline prendre les décisions. Pas cette fois, il a crié. Pas à cause du cœur brisé de Rachel, il était en colère que j'ai formellement rejeté cette demande. Quel est ton problème? A-t-il crié. Tu l'as embarrassé, tu annules le mariage et maintenant tu envoies des emails froids et formels à cause d'une foutue montre. Je me protège juste. Denis, ai-je dit calmement ta fille? Exige des milliers de dollars et des biens personnels qui ne sont pas les siens. Elle est en colère, tu l'as humiliée. Ma femme a dû annuler le calligraphe. Sais-tu à quel point c'est embarrassant? A-t-il balbutié. Le calligraphe, c'est de ça qu'il s'agissait. Les acomptes qu'ils avaient versés pour le mariage de rêve sans me le dire. Ils n'étaient pas juste en colère, ils avaient perdu leur argent. C'est là que les choses se gâtent le lendemain. Je vois un post sur la page Facebook de Caroline, c'était. Publique pas de nom, mais c'était évident, tellement triste de voir une jeune femme donner son cœur à un homme qui se révèle être contrôlant et financièrement abusif.
Il lui impose un mariage au nez, pour finalement le lui arracher parce qu'il ne pense pas qu'elle en vaut la peine. Un homme bon subvient aux besoins, un homme faible se trouve des excuses. Notre fille mérite un soutien de famille, pas un chef de projet. Les commentaires étaient un véritable cloaque de ses amis de la haute société compatissant et dénigrant cette ordure anonyme. Ils essayaient de contrôler le récit pour me faire passer pour le méchant et sauver leur statut social. Alors les supplications ont cessé. Les menaces et la campagne de diffamation publique ont commencé. Ils ne cherchent plus à me faire payer un mariage. Ils cherchent à me faire payer pour l'annulation. Et ils ont commis l'erreur de me montrer à quel point les apparences comptent pour eux. Et je suis chef de projet. Je suis très doué pour gérer les apparences et détruire les fondations fragiles. Deuxième mise à jour, quelques semaines ont passé et la situation a dégénéré en une sorte de guerre froide. Merci encore d'avoir été ma caisse de résonance. Cela m'a aidé à rester concentré. La campagne de diffamation a continué. Rachel a posté un selfie, les larmes aux yeux, sous un éclairage parfait. Un cours pour survivre aux manipulations financières et reconnaître la douleur de savoir que l'homme qu'on aime ne nous apprécie qu'en dollars et en centimes. C'était un chef-d'œuvre de victimisation. Mon téléphone a explosé parce que des amis communs m'ont demandé mon avis. J'ai fait une brève déclaration, neutre à quiconque me l'a demandé. Nous étions en désaccord fondamental sur notre avenir financier. Je lui souhaite le meilleur. Je refuse de participer à ces calomnies. Ce n'est pas comme ça qu'on gagne. On gagne en poussant son adversaire à surjouer. Leur faiblesse réside dans leur obsession du statut social et de l'apparence de richesse. Je savais, pour avoir parlé à Rachel, que l'entreprise d'import-export de son père, Denny, était en difficulté depuis plusieurs années. Ils vivaient bien au-dessus de leurs moyens et comptaient sur une image soigneusement entretenue. Ce mariage à $300 n'était pas qu'une fête. C'était une tentative désespérée de simuler le succès. Puis, il y a environ 2 semaines, le nouveau coup tordu a atterri dans ma boîte aux lettres. Une lettre d'apparence formelle d'un cabinet d'avocats dont je n'avais jamais entendu parler, c'était une lettre de mise en demeure pleine de flair légaliste, mais l'essentiel était que Rachel prétendait maintenant que j'avais conclu un contrat verbal pour payer le mariage à $300 et que mon annulation lui avait causé une détresse financière émotionnelle considérable. Ils exigeaient $50,000 de dommages et intérêts et la montre de mon grand-père, mon avocat, à qui je paie maintenant officiellement une petite somme. Harry, quand je la lui ai transmise, il a dit que c'était une tactique d'intimidation. Probablement un ami du cabinet familial essayant de m'intimider, il a répondu par une lettre polie mais ferme et en colère, citant l'absence de toute preuve d'un contrat verbal et réitérant que la montre était un bien personnel non négociable. Cela a confirmé ma théorie. Ils étaient désespérés non seulement pour se venger mais aussi pour l'argent. Alors j'ai lancé ma contre-offensive. Ce n'était pas bruyant, c'était calme, c'était stratégique. Première phase. Contacter les fournisseurs, j'ai compilé une liste de tous les fournisseurs de gamme que Rachel et Caroline ont trouvé dans leur stupide dossier. J'ai envoyé à chacun d'eux un email poli objet. Concernant demande de Rachel: Patrick, bonjour. Je vous écris pour retirer officiellement notre précédente demande concernant vos services pour un mariage à la date. Mes fiançailles avec Rachel, nom de famille, ont été annulées et nous ne poursuivrons aucun projet de mariage. Merci pour votre temps cordialement, Patrick. Ils essaieront peut-être de continuer à utiliser mon nom et ainsi de diffuser la bonne histoire dans l'industrie du mariage haut de gamme. Folle de Ragophase 2. Le jiu-jitsu social, je n'ai pas combattu leur histoire en ligne, j'ai juste commencé à vivre ma vie un peu plus publiquement que d'habitude. J'ai posté une photo d'une randonnée ce week-end, une photo de moi et de mes copains à un match de baseball. Je voulais montrer, mais pas dire, que ma vie n'était pas finie. J'allais bien, le tournant est venu d'une source. Inattendu, le cousin de Rachel, un type bien nommé Tyler avec qui je m'étais toujours bien entendu, m'a envoyé un texto: « Hey mec, tu n'es pas obligé de répondre si tu ne veux pas. Mais est-ce que ça va ?» Ma tante et mon oncle paniquent. J'ai décidé d'être honnête avec lui, mais brièvement. « Et Tyler, je vais bien. Merci d'avoir demandé. C'est le désastre. J'ai annulé le mariage parce que je ne voulais pas commencer une vie construite sur une énorme dette à 6 chiffres. C'est toute l'histoire. J'espère que tu vas bien, » répondit-il un peu plus tard. L'homme à 6 chiffres. Mon père est furieux. Il a dit: « Oncle Denny vient d'essayer de lui emprunter une énorme somme d'argent pour une opportunité commerciale. » Mon père a dit non. Il pensait que quelque chose n'allait pas. Maintenant, tout a du sens. J'ai répondu par une simple question. Curieux de savoir s'il avait par hasard mentionné un numéro pour le mariage, la réponse de Tyler a été immédiate. En fait, il a dit: « Denny a laissé échapper quelque chose. » C'était un mariage à $300,000. Mon père pensait qu'il plaisantait. Bon sang, tu as esquivé un missile. Bingo! Les fondations n'étaient pas seulement fragiles, elles étaient pourries. Denny a essayé d'emprunter de l'argent à sa famille, non pas pour son entreprise, mais pour assurer leur subsistance.
Ils ont fait de cela une question de statut, d'argent et d'héritage. Ils ont essayé de m'enlever mon argent, ma réputation et la mémoire de mon grand-père. Il est temps d'y mettre un terme. Tildar, la famille a envoyé une fausse menace juridique qui a échoué. J'ai découvert qu'ils sont en grande difficulté financière et qu'ils essaient d'emprunter de l'argent à leurs proches pour dissimuler leurs mensonges. Ils ont bâti leur monde sur un château de cartes. Je suis en train de démonter la carte du bas. Dernière mise à jour. Bonjour à tous. Ce sera mon dernier message sur ce sujet. Le projet est terminé. La démolition est terminée. Après ma dernière mise à jour, je savais que je devais agir de manière décisive. Quelque chose qui mettrait fin au harcèlement et laverait mon nom, et utiliser leurs propres valeurs contre eux. Ils ont essayé de me voler mon objet de famille le plus précieux. Alors j'ai décidé d'en faire le point central de mon dernier geste. J'ai attendu une semaine. J'ai laissé le silence s'installer. Je savais qu'en coulisses, leur monde s'agitait. Le refus du prêt de Denis par son frère a été un coup dur. Puis j'ai exécuté la phase finale. Ce fut une simple publication Instagram. J'ai un public modeste, amis, famille, collègues, mais je savais que tout leur cercle social scrutait mon profil comme des faucons. Je voulais les écraser. J'ai pris une photo haute résolution de l'oméga de mon grand-père. Je l'ai placée sur un morceau de bois sombre et poli. La lumière a reflété l'acier vieilli et la patine chaleureuse du cadran. Elle paraissait élégante, intemporelle et digne. Puis j'ai écrit la légende. Chaque mot a été choisi avec une précision chirurgicale. Certaines choses se mesurent en instants, pas en argent. C'était la montre, celle de mon grand-père. Il me l'a offerte en espérant que je la porterais le jour de mon mariage et y voyait le symbole d'un partenariat fondé sur l'amour, la confiance et le respect mutuel. Bien que mes fiançailles viennent de prendre fin, je tiens à honorer l'héritage que représente cette montre. Je lui en suis très reconnaissant et je ferai don de la valeur totale de 8 500 $ à la fondation locale contre le cancer pédiatrique. Je verserai personnellement une somme équivalente à ce don. Mon grand-père aurait aimé savoir que son héritage contribue à bâtir un avenir meilleur pour les enfants de notre communauté. La vraie valeur ne réside pas dans ce que l'on demande, mais dans ce que l'on donne. Je me réjouis d'un avenir bâti sur des bases solides et des principes solides. L'héritage de la charité perdure. J'ai cliqué sur « Envoyer », puis j'ai coupé le son de mon téléphone et je suis allé à la salle de sport. Les conséquences que Tyler m'a racontées étaient bibliques. Mon message était la contrepartie, mais son désespoir était le moteur. D'abord, certains amis proches de Caroline ont pris la défense de Caroline dans les commentaires avec des déclarations vagues telles que « Tu ne connais pas toute l'histoire ».